des grosses quiz. Ça change, hein? Ben oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Dans ce nouvel épisode du podcast, je vous propose de faire un focus sur les fameux Open CrossFit. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se déroule? Est-ce qu'il faut ou non y participer? Et pourquoi cette phase est particulièrement importante lorsqu'on fait des compétitions? Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Nacon de Pirate Programme. Salut Pierre, écoute, je suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. C'est un super épisode là, qui s'annonce, on va parler plus spécifiquement aujourd'hui des Open, et comme d'habitude, pour commencer, je vais te demander si tu veux bien te présenter. Salut Cyril, déjà merci de nous inviter, de m'inviter moi, Pierre de Pirate Programme, sur ton podcast. Comme je t'ai expliqué un petit peu hors antenne, je trouve ça super moi, l'idée des podcasts. J'en écoute beaucoup moi-même sur des sessions de bike long ou de run un peu ennuyeux ou dans les bouchons. Et c'est super. Donc écoute, moi je suis Pierre de Pirate Programme. J'ai créé cette prog en 2017, donc il y a bientôt, ça va faire 4 ans à la fin de l'année là. Ça avait commencé entre potes comme ça, et puis on a doucement professionnalisé le truc. À mesure que nous aussi, les athlètes, on devenait un peu meilleurs, on faisait un peu mieux sur les compètes. Voilà, et avant tout, ce qu'on voulait faire en fait, et ce que je veux que les gens gardent en tête, c'est que on voulait faire une prog qui est accessible à tous et qui est pas que pour les athlètes des Games. Qui est quelque chose d'accessible et qui a une trame tout au long de l'année pour ce que nous, on en fait les athlètes entre guillemets lambda, quoi. Ceux qui vont pas aux Games, ceux qui n'en vivent pas, ceux qui ont une vie à côté, quoi. Voilà. Ok, super, c'est très bien résumé, top. Du coup, je commence par des questions très simples, en gros, sur le contexte, sur les Open. La première, elle est toute bête, c'est qu'est-ce que c'est les Open de Alors, CrossFit? les Open de CrossFit, c'est ce qui était utilisé, ce qui est toujours utilisé aujourd'hui pour accéder aux CrossFit Games. Mais à notre niveau, en fait, c'est une compétition de 5 semaines que tu fais dans ta box et qui te permet d'avoir ton ranking, comment on dit, ton classement, voilà, ton classement mondial, ton classement dans ton pays, ton classement dans ta box. Voilà, c'est un moment où chaque semaine, tu es testé sur un WOD en particulier qui va durer entre 5 et 20 minutes en gros. Et qui, pour les meilleurs, ceux qui finissent au plus haut du leaderboard, à l'époque, aller au régional, mais maintenant, se qualifient soit pour des compétitions sanctionnées, soit pour les Games directement s'ils sont dans le top 20 mondial, chez les hommes, et top 20 aussi chez les femmes. Ok, super. Donc, pareil, une question un peu basique, mais c'est toujours bien pour poser le cadre. Est-ce que tout le monde peut y participer? Et en gros, est-ce qu'il y a un niveau minimum? Est-ce que si je le fais dans ma box et que ça fait 6 mois que je suis inscrit, est-ce que je peux quand même les Moi, faire? je pars du principe où c'est cool, où tout le monde doit y participer et que en fait, tout simplement, je pense que ça devrait être moi, c'est toujours ce que j'ai fait dans les box où j'ai coaché, le vendredi matin. Donc en fait, le WOD sort le jeudi soir aux États-Unis. Donc en fait, ça nous fait nous entre la nuit du jeudi et vendredi. Et le WOD du vendredi, boum, c'était le WOD des Open. Voilà. Donc selon la longueur du WOD, on faisait 2 hits, tu vois, dans la classe. C'est-à-dire, il y a une partie de la classe qui commençait, l'autre qui jugeait ses copains, et on inversait. Comme ça, tout le monde avait un petit feeling de compète, c'était sympa. Et puis, il y a toujours une version RX et une version Scaled, qui est vraiment accessible à tous. Donc, moi, je pense qu'il faut que tout le monde le fasse. C'est cool. Ouais. C'est réputé quand même pour être ce qu'ils appellent la grande fête du CrossFit. C'est vraiment le moment dans l'année où tu peux faire participer tout le monde, tous les âges, tous les niveaux, avoir vraiment un truc hyper convivial et effectivement, comme tu disais, un petit feeling de la compète, même si dans l'absolu, c'est pas ce que tu recherches de Non, rester en voilà, et bonne puis forme. il y a le côté communauté. Donc maintenant avec le Covid, tout ça, c'est vrai que ça va être autre chose. Mais les années passées, c'était dingue, quoi. Tu vois, t'avais une classe de 12, 14 personnes, t'avais 7 personnes à fond à la fois, les mecs qui leur gueulaient dessus, la musique à fond. Tu vois, tu vois des mamans ou des gens un peu plus âgés qui s'y prennent à fond et qui sont super contents d'eux parce qu'ils avaient jamais passé ils ont eu, je sais pas, tu vois, il y avait une keeping pull-up à faire. Ils ont eu 10 minutes pour le faire et ils étaient comme des oufs parce qu'ils ont passé leur première, parce qu'il y avait de l'adrénaline, il y avait les copains qui les poussaient et tout ça, tu vois. Bon, maintenant,
bon, ce sera toujours un peu pareil, je pense. Et puis d'ici là, parce que là, ils ont été déplacés à février, d'ici là, je pense que ça ira un peu, j'espère que ça ira un peu mieux dans le monde au niveau du Covid. Mmh. Oui, et puis alors, je vais rester profondément optimiste, hein, mais si c'est pas cette année, ce sera celle d'après. Oui, ça reviendra. Normalement. Est-ce que tu es obligé de les faire 100% en RX? Genre, est-ce que tu t'inscris, tu vois, au début et que tu dois dire je vais tout faire RX ou tout faire scale et choisir à ce moment-là? Ou est-ce que tu peux en faire un RX, un scale et décider à chaque fois au moment de l'annonce sur quel créneau tu vas te Alors, bah, positionner en fait? voilà, en fait, ça on a oublié de le dire, mais au départ, tu payes une petite participation hein, pour les Open, je crois que c'est 20 euros, si je me rappelle bien. Et si tu payes cette participation, tu as ton nom sur le leaderboard international. Voilà. Dans beaucoup de box, les gens le font, les membres qui le font, ils n'ont pas besoin de s'inscrire, tu vois. Mais il y en a qui le font. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'en fait, moi, par exemple, en 2014, quand je venais de commencer, tu vois, genre même pas un an après, je m'étais inscrit. Et tu vois, aujourd'hui, je le regrette pas parce que je vois ma progression d'année en année. Aujourd'hui, on est en 2020, tu vois, c'est cool, tu vois, de voir que je m'étais inscrit quand même, même si je pensais pas avoir le niveau. De toute façon, t'as jamais le niveau, mais voilà, j'avais sauté dedans et je m'étais inscrit. Et comme ça, je suis content d'avoir toujours le, une marque de ce que j'avais fait à l'époque. Mais en effet, à chaque fois, tu choisis le WOD, hein, le WOD, tu choisis si tu le fais en RX ou en Scaled. Et tu peux faire WOD 1 en RX, WOD 2 en Scaled, WOD 3 en RX. Voilà, ça dépend de tes atouts. Et bah, en général, les gens, ils se challengent toujours un peu à aller RX, même si ils vont faire beaucoup moins de reps, même si ils vont se faire time cap. Ils ont envie voilà, d'essayer de goûter de se challenger, quoi. C'est le moment pour la semaine, c'est le moment. Mmh. Ouais, et puis t'as un espèce de coefficient, alors qui est pas communiqué, mais peu importe, hein, au final, qui permet de classer dans ta box aussi euh, les gens qui vont faire du coup plusieurs WOD en scale et plusieurs en RX, qui seront pas 100% l'un ou l'autre. Et ça te permet d'avoir quand même un truc à peu près. Si tu veux quand même regarder ton classement, alors forcément, si tu fais du scale, tu seras toujours moins bien classé Mhm. que les RX. C'est un petit peu, on va dire, la limite que tu peux avoir dans certaines box, c'est que des fois, tu as des gens, ils vont faire 2 toast to bar et rester en dessous de la barre pendant Voilà. 20 minutes, et ils seront mieux classés que le gars en scale qui va s'arracher. Mais passer en gros ce genre de bêtises-là, qui sont un peu des problèmes d'ego, parce qu'au final, tu peux très bien vivre l'expérience sans passer par cette case-là, mais Oui, c'est oui. plutôt cool. Bon, après, maintenant, voilà, c'est ça le problème, hein, c'est que, bon, maintenant, si c'est ces deux premiers vrais trust to bar, la personne, c'est cool aussi, dans un sens, tu comprends? Hmm. Donc, bon, voilà, Ouais. en fait, c'est comme une compète en général, c'est comme beaucoup de choses, tout dépend de l'encadrement. Tout dépend de l'ambiance qu'il y a dans la boxe. Si les coachs, ils arrivent à vraiment tourner ça, il y a une bonne ambiance, il n'y a pas de surego, c'est-à-dire que bon, bien sûr, t'as les petits jeunes, ils vont se tirer la bourre, tout ça, tu vois, c'est cool, ils en ont besoin pour les faire progresser. Mais il faut pas que ça devienne malsain au point que il y ait des mecs qui veulent pas WODer ensemble, ça je l'ai déjà vu hein, dans des box, hein, des mecs qui veulent pas qu'un autre regarde sa performance et compagnie, tu vois. Ça là par contre ça existe malheureusement et c'est au Ouais. coach, c'est au head coach, c'est au runner de mettre les barrières, d'expliquer comment ça se passe, comment sa vision du sport et comment le sport ça se passe normalement. Mm. Ouais, t'as raison, je pense que c'est vraiment important parce que c'est toi un peu l'arbitre de Mm. tout ça et je pense que si tu le fais pas, effectivement, bon ben, t'as du mal, disons sur les éditions suivantes, je pense, à revenir en arrière, ou alors il faut tout réexpliquer et on reviendra un petit peu hein, sur les dérives un Mhm. peu plus loin qui sont pas des dérives très graves, hein, mais qui sont juste voilà, ce qu'on retrouve dans toutes les box. Et du coup, ma dernière question sur le contexte, elle est toute simple. En gros, pourquoi est-ce qu'il faut s'inscrire? Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je trouve que euh, c'est cool de garder une trace. Parce qu'en fait, quand tu commences le CrossFit, tu t'éclates, tu vois, 1 an, 2 ans, tout ça, mais tu te sens jamais vraiment prêt, tu vois, ça c'est sûr, à faire des compètes, à faire des machins, mais en fait, au plus tôt tu vas t'inscrire, au plus loin tu vas avoir une vision de ton fitness en te disant, ah punaise, t'imagines, en 2014, j'avais fait que ces reps-là, aujourd'hui, si je refais le WOD, je fais 2 fois plus de reps, par exemple, tu vois, et c'est vrai que quand tu es dans ton fitness Mm. au jour le jour en tant que athlète, donc je dis athlète, c'est les gens vraiment qui se voient comme des compétiteurs, qui ont envie de faire 2, 3, 4, 5 compétitions dans l'année et compagnie, ou même tu es quelqu'un qui va dans une salle de CrossFit 3, 4 fois par semaine et qui a envie de voir sa progression, tu vois. Des fois, tu oublies un petit peu que aujourd'hui, tu fais 5 keeping pull-up dans un WOD à chaque fois, mais ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Il y a une période où tu utilisais une bande, il y a des périodes où tu étais encore en train de faire des ring rows, et ça, tu as tendance à l'oublier. C'est vrai que ça te permet quand même de remettre un peu les choses dans leur contexte quand tu regardes tes anciens scores ou même
tout simplement, je sais pas, tu t'es fait filmer par un copain, tu regardes, tu te dis, ah putain, on a bien rigolé, c'est pas qu'à te rappelles quand tu me disais de repartir sur le rameur, j'étais à 4 pattes, je pouvais plus, machin. Donc, je trouve que c'est un feeling différent quand tu y es inscrit déjà ou quand tu le fais juste comme ça pour te tester. Ok. Je passe sur une deuxième partie qui est un peu plus axée vraiment, on va dire, organisation des Open ou cadrage, hein, comme on le disait juste Mhm. avant. Toi, t'es coach dans une Alors salle. moi, maintenant, je coach toujours. Je coach beaucoup moins. Mhm. Je coach qu'aujourd'hui, je coach plus que 5 heures par semaine. Mais par contre, je suis le head coach d'une salle de CrossFit, en effet. Et du coup, je m'occupe plus de donc la partie programmation, bien sûr, via Pirate Programme. Et pour cette box-là en particulier, de coacher les coachs, quoi. Enfin, comme on a beaucoup de coachs un peu jeunes, débutants, voilà, je m'occupe de les aider. On fait pas mal de coach meetings. On essaie de construire la box sur le long terme et d'en faire peut-être une franchise ici aux Pays-Bas plus tard. Voilà. Donc, je suis moins avec les clients, avec les membres maintenant, mais plutôt avec l'équipe d'encadrants, on va dire. Et pourquoi je coach moins, c'est parce qu'aujourd'hui, je consacre beaucoup plus de temps à la programmation en ligne. Donc, à la fois les programmes de Pirate Programme, il y en a deux, un avec une session par jour et un avec 2 sessions par jour. Et les remote coaching, les coachings en ligne, c'est-à-dire pour les gens qui veulent un programme 100% personnalisé. Ça veut pas forcément dire que c'est des gens qui veulent faire plus de compètes ou viser plus haut ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi des gens qui ont des plannings plus compliqués, des plannings chargés et qui ont vraiment ce besoin d'avoir quelque chose d'approprié à leur énergie au jour le jour et leur emploi du temps, quoi. Hmm. Bah, du coup, tu es pile dans le, on va dire, le bon interlocuteur pour ça, parce que tu es à la fois coach et coach, donc ce sera bien, puis tu auras, je pense, le recul d'expérience pour répondre avec, on va dire, avec du recul. Bon, déjà, pour toi, c'est quoi les bons conseils pour organiser les Open dans sa box, pour réussir vraiment l'orga de cet event-là? Alors avant tout, c'est comme on a dit, c'est véhiculer le bon message. Faut que 95% des membres, ils aient pas la pression de le faire. Faut que ce soit cool. Tu vois, faut vraiment leur expliquer. C'est-à-dire le mec que tu vas dire, bon, vendredi, tu viens à la classe de 10 heures, hein, parce que c'est le WOD des Open et qui va dire, oh non, non, Pierre, tu sais, je suis un peu embêté. Non, non, Georges, il va faire mieux que moi. Il va me battre et tout. Là, il faut lui expliquer que, attends, ça va pas du tout. Là, tu viens pas pour Georges, tu viens pour toi, tu viens pour t'éclater. Tu viens pour passer un bon moment avec le coach. Tu viens pour, on a besoin de toi parce que tu vas devoir juger ton binôme, etc. Tu vois. Faut vraiment qu'ils aient le bon message. Faut pas dire, hey, Georges, on va te démonter un vendredi hein, sur le WOD des Open. Hein. Tu vois, non mais c'est con, hein, Ouais, je mais comprends bien. Je comprends voilà. très bien. Après, bien sûr, si tu as deux compétiteurs qui sont à peu près au même niveau, ça peut être à toi justement de faire peut-être monter un peu la mayonnaise, tu vois. Ouh là là, Hmm. c'est wall ball, hein. Jérémy, il est bon sur les wall ball, hein, tu vois. Bon, maintenant, dans l'ensemble, faut que voilà, ça reste le moment fun. Faut qu'il y ait des photos, faut qu'il y ait de la musique forte et faut qu'il y ait j'aime bien vraiment travailler en binôme. Parce que généralement, ça va pas durer plus de 20 minutes le WOD, tu vois. Donc, tu peux le faire fitter dans une heure. Ça va être du sport, des fois, pour certains WOD. Mais pour la plupart qui durent 10 minutes, ça va être nickel. Tu fais l'échauffement avec tout le monde. Après, partenaire A, il commence à monter en charge. Partenaire B, il va juste aider le partenaire A. Et une fois que le partenaire A a fini, boum, on switch. Le partenaire B s'échauffe lui aussi. Et il va se faire juger par son partenaire A. Donc Hmm. moi, je suis d'avis à faire comme ça. Le vendredi matin, boum, ça part. Et à part certains WOD où il y a besoin, je sais pas, d'énormément d'espace dans la box, la plupart du temps, ça fit. Ouais, c'est clair. Ouais, après, si t'es chaud, tu peux essayer de te rajouter une petite soirée. Enfin, je sais que moi, je Ah faisais ouais. ça dans la box où j'étais. Ça se fait différemment partout, hein, mais c'est assez cool d'avoir le petit moment où tu regardes les derniers hits et puis tu bois un verre et Ah puis ouais, tu ça c'est discutes le un top. petit peu et t'as le moment vraiment, tu kiffes, quoi. Bah, c'est vrai que pour le coup, moi, comme je suis aux Pays-Bas, c'est pas la même mentalité que chez nous en France. Et c'est vrai qu'en France, j'ai vu ça, j'ai vu même des trucs extraordinaires. À Toulouse, je crois qu'ils faisaient genre un open dans une box où tout le monde y allait. Un autre jour, tout le monde enfin, la semaine 2 c'était dans une autre box. Mais toutes les 5 box y allaient. Enfin, c'était super, tu vois. Les mecs, ils s'éclataient. Puis après, ils buvaient des binous et tout. Ça, c'est vraiment, ça, c'est l'idéal. Ça, j'en rêve. Mais malheureusement, c'est vrai que c'est pas trop la mentale encore aux Pays-Bas. D'accord. Ben, du coup, on fait une petite digression, mais en gros, qu'est-ce que tu as observé de différent entre les deux pays?
Bah, tu sais, nous en En France, bien comme en tu mal, sais qu'on il y a du positif. on s'en rend pas compte, hein, mais nous, on a vraiment une culture de la bouffe et du vivre ensemble, en fait, vraiment énorme. Hein. Aux Pays-Bas, les gens sont un peu plus froids, c'est-à-dire que une fois que tu arrives, avant qu'un Hollandais t'invite chez lui, ça va prendre beaucoup de temps. Alors qu'en France, voilà, tu arrives dans une box, tu vodes avec un mec en WOD en team, et après il te dit bon, tu fais quoi samedi soir, tu vois? Alors aux Pays-Bas, j'ai ça avec beaucoup de gens, mais en général, heureusement que je fais le podcast en français, sinon je vais me faire des ennemis. Mais en général, en général, c'est des étrangers, tu vois, c'est grec, portugais, etc. Donc c'est vrai qu'en France, on a plus cette culture de la bonne bouffe le vendredi soir, souvent dans beaucoup de box. Hein, la box, ma box de cœur, c'est à Montreuil, CrossFit Wonders. Un vendredi par mois, c'est apéro avec tout le monde. C'est sympa, tu vois. Ça, c'est vrai qu'aux Pays-Bas, ils vivent sur différents créneaux horaires, en fait, si tu veux aussi. C'est-à-dire qu'à 8 heures du soir, les gens sont chez eux. Parce qu'ils ont déjà mangé. Ils ont mangé à 6 heures du soir, les Hollandais. Donc, en fait, à 8 heures, si tu as des membres à la boxe, c'est des gens qui ont déjà mangé, ils viennent faire un WOD et puis ils vont se coucher. Alors qu'en France, les gens qui viennent à 8 heures, à la classe de 8 heures, bon, bah, ils ont fini leur journée de boulot, ils viennent et ils sont plus chauds pour partir manger quelque part. Par exemple, ça va être plus facile de les emmener au resto direct après le WOD. Donc voilà, c'est surtout ça que j'ai observé. On est un peu plus fêtard, voilà. Ouais, c'est ce côté peut-être un peu, ça fait un peu cliché, mais c'est ce côté peut-être un peu latin aussi, quoi. Bah, je pense, parce que c'est quelque chose que j'ai observé en Italie, c'est quelque chose que j'avais observé quand je vivais dans les Caraïbes, à Saint-Martin. Voilà, c'est des terres plus festives, on va dire. Alors que les Hollandais, Mm. c'est plus c'est un peu, c'est des germanophones, quoi, et c'est des bosseurs. Bon, bah au moins c'est Dutch Qualitat, quoi, mais Voilà, exactement, ça exactement. Mais paraît moins fun là, c'est comme des gens ça. adorables, hein, c'est des gens adorables, sinon je serais pas là, hein. Mais c'est juste une Mm. différente mentalité sur plein de petites choses comme ça. Alors des fois, c'est vrai qu'avec Mélo, on se dit putain, qu'est-ce qui casse les couilles les Hollandais avec ça ou quoi, tu vois. Mais bon, écoute, on est là, on a choisi de faire comme ça, c'est comme ça. Hein. Ouais, puis c'est des expériences positives, comme tu disais. En plus, si toi derrière, ça te permet de t'épanouir parce que justement, t'as un projet pro qui est aussi pas mal, bon, ça va quoi. Voilà, Ça compense exactement, bien. exactement. Professionnellement, par contre, c'est vrai que bah en fait, c'est par exemple la gestion du Covid a été meilleure ici que en France. Si on voulait l'observer. Là, par exemple, en ce moment, les box françaises sont fermées, les salles françaises sont fermées. Bon, c'est pas encore le cas des salles aux Pays-Bas. Ils ont décidé de garder les restaurants ouverts, garder les salles de sport ouvertes, tout ça, tu vois. Mm. Ouais, ils sont peut-être justement que le fait d'être plus discipliné, ça leur a permis aussi Je pense. d'avoir un peu plus de marge de manœuvre, on va dire. Bon, enfin ça après, Après, c'est c'est la tellement politique, tu difficile à sais. dire. On fait pas Mm. enfin, j'espère. Le sport n'a rien à voir avec la politique, tu vois. Donc on fait pas. Normalement, Normalement, hein, effectivement. normalement. Bon, j'enchaîne un peu sur mes questions, toujours sur Vas-y. cette notion un peu de coaching et autres. Quel discours il faut tenir selon toi aux adhérents qui le font pas ou qui le font plus parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de triche, soit dans les autres box, soit juste dans la leur, et qui du coup voilà, vont te sortir un peu cet argument-là, quoi. Hmm. Bah alors, Tu l'as déjà eu, j'imagine, hein. ouais, je l'ai déjà eu, mais c'est quand même. Alors là, c'est pas un membre de ta salle de CrossFit lambda qui va te dire ça. Tu vois, c'est pas un père de famille qui vient ou un mec qui a un boulot. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui sont déjà compétiteurs. Tu comprends? Ouais, c'est vrai. C'est déjà Ouais, des c'est gens qui vrai. sont compétiteurs parce que c'est des gens qui vont regarder le leaderboard et qui vont venir te voir. Ouais, mais attends, est-ce que c'est possible qu'un tel il a fait ça il y a pas longtemps à telle compétition il n'était pas capable de faire ci. Voilà. Alors ça, avant tout, c'est quand même des gens qui regardent beaucoup ce qui se passe à côté, qui regardent comment c'est chez le voisin avant de regarder comment c'est chez eux. Et moi, je pars du principe que et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on perd hein, avec le temps et surtout à cause des réseaux sociaux. Je suis pas un, tu vas voir, je suis pas un, c'est pas que je suis pas un fan des réseaux sociaux, c'est que je trouve que les réseaux sociaux sont utilisés à mauvais escient souvent. Et du coup, les mecs, en fait, les athlètes ne concentrent plus sur eux, sur leur progression, mais plutôt sur ah, je veux battre un tel, je veux être mieux qu'un tel, etc. Et Mm. c'est un peu dommage qu'on perde ce truc qui a fait le CrossFit au départ. Ouais, t'es avec un mec, tu WOD avec lui, boum, ah, il t'a battu, tu lui dis ah, c'était super, hop, fist bump, puis tu refais un WOD, puis c'est ton tour, tu vois. Mais en fait, les mecs maintenant, ils ont envie d'être devant un autre sur le leaderboard, donc ça triche, ok, c'est moche, mais en fait, dans l'absolu, il n'y a pas tant de triche que ça. Parce que
c'est pareil, si tu es dans une box et que tu fais ton WOD en face de 10 adhérents, ou même de 3 adhérents, ou même du owner, ça voudrait dire que le mec, il a uploadé son score. Le owner était au courant qu'il a triché, sa copine qui le jugeait sait qu'il a triché. Ça me paraît gros quand même. Ok, que les mecs fassent des no-reps et compagnie, bon, bah écoute, ça c'est moche, mais voilà. Mais avant tout, il faut quand même se rappeler que on le fait pour soi, on fait pour regarder sa progression d'année en année, on fait pour dans 2 ans, même si au classement mondial, tu as baissé en performance, c'est-à-dire que tu étais 3 millième, maintenant tu es 3500e, mais si tu refais tous les WOD, tu es quand même meilleur. Si tu refais les WOD d'il y a 2 ans, tu es quand même meilleur que tu étais il y a 2 ans, donc tu as continué à progresser. Alors, je trouve que cette excuse, elle est pas trop valide. C'est plutôt, c'est souvent des gens qui quand même regardent beaucoup ce qui se passe à côté, au lieu de regarder, se concentrer sur eux, se concentrer sur leurs copains, leur équipe. Voilà, c'est. Mm. Ouais, clairement. Je pense aussi, mais bon, voilà, c'est une bonne réponse. C'est comme, tu sais, c'est comme ceux qui, tu les vois les membres, hein, les gens, bon bah voilà, ils regardent Instagram, hop, ils vont t'envoyer un tel, wow, il a fait un clean à temps, machin, incroyable et tout, tu vois, ils vont se laisser impressionner bon, on va en parler plus tard dans ce podcast, je pense, mais par des gros lifts et les choses, les sexy stuff comme ils disent en anglais, les choses un peu sexy, voilà, mais au final, le CrossFit, c'est pas que des lifts. Et dans l'autre sens, parce qu'au final, montrer un gros clean, c'est comme montrer une grosse perf sur un 5 km en course à pied. Voilà, c'est deux choses qui sont de chaque côté du spectre du fitness, mais le CrossFit, c'est tout ce qu'il y a entre les deux, en fait. Et du coup, ça ne définit pas l'athlète que la personne est s'il poste que les choses sexy sur Instagram, tu vois. Et les gens se font souvent avoir avec ça. Et de nos jours, malheureusement, c'est que je l'ai vu la dernière fois, il y avait une compétition en Espagne et il y avait beaucoup d'athlètes qui étaient invités, mais il n'y a pas eu de qualif, par exemple. Et en fait, les athlètes qui étaient invités, c'est avant tout des athlètes qui avaient beaucoup de followers avant d'être des athlètes hyper compétents. Il y avait des athlètes compétents, mais il y avait quand même beaucoup d'athlètes qui étaient des Insta famous, quoi, tu vois. Et là, quand en fait la performance passe derrière le nombre de followers, là, c'est triste quand même. Ouais, c'est des partis pris, quoi. C'est sûr que effectivement, je trouve ça un peu triste. Je vois bien, enfin, j'ai bien en tête la compétition dont on parle. C'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est un parti pris des compétitions, c'est un parti pris aussi bah, des athlètes, hein, d'accepter. Après, ça peut être des belles expériences, donc c'est aussi un peu difficile de leur en vouloir, tu Ah bah vois. non, on peut pas dire aux athlètes, c'est la faute des organisateurs. C'est quand là c'est ce qu'on va commencer à voir, c'est les dérives du, euh, du sport business. Donc il y avait un mec, un Espagnol, là, le champion du monde de trail, qui a posté un Mm. truc la dernière fois pour fêter ses 1 million de followers. Il a dit aujourd'hui c'est triste parce que il faut à la fois être bon athlète et à la fois bon commerçant. En fait, faut promoter des marques, faut continuellement faire la promotion de marques, etc. Et c'est presque plus important aux yeux des sponsors, ce qui est compréhensible parce qu'il faut qu'ils fassent plus, ils vont faire plus d'argent. Mais du coup, en fait, les performances passent derrière l'argent que les sponsors font, quoi. C'est triste. Ouais, et puis t'es un peu obligé d'accepter, hein, parce que c'est vrai que dans les sports comme ça, où si t'as pas d'argent perso, tu peux pas te déplacer, tu peux pas aller aux compètes et tu peux pas vivre ton truc à Ah fond. bah bien sûr. Ben, Ah mais je suis d'accord, hein, je suis tout est obligé de le faire entretenu par aussi, tout hein. ça, quoi, hein. Clairement, hein. Mais C'est bon. vrai que c'est ça qui rend les choses un peu compliquées, hein. Ça rend les choses compliquées, mais c'est les sponsors, le fait qu'il y ait des marques qui soient dedans, c'est aussi ce qui permet à des events de fonctionner. Donc c'est Mm. voilà. Et c'est pour ça que les gens critiquent beaucoup CrossFit quand même, critiquent CrossFit HQ tout le temps, machin, ci, ça. Au final, ça reste quand même les compétitions, par exemple les compétitions sanctionnées qu'ils ont déléguées, elles sont super bien organisées, c'est une tuerie. Leurs events, c'est des tueries. On peut pas dire le contraire, tu vois. Donc, mine de rien, CrossFit fait du bon boulot, CrossFit HQ. Maintenant, ce que les autres petites compétitions font, bah, c'est pas dans les mains de CrossFit en fait. Donc, Ouais, chacun fait sa sauce. c'est clair. Et justement, est-ce que tu penses que cette année, les Open seront un rendez-vous qui seront un peu plus on dit un peu plus convoité du fait que la plupart des athlètes justement de haut niveau ou même de la classe juste en dessous, hein, sans méchanceté, euh, vont plus y participer, parce que ce sera un peu leur seule grosse compète de l'année, à peu de choses près. Bah, les athlètes de haut niveau, de toute façon, ils sont prêts, ils s'entraînent toujours, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Maintenant, en fait, c'est la classe juste en dessous, comme tu dis. En fait, j'ai l'impression, hein, j'ai fait l'expérience beaucoup autour de moi,
que le Covid, ça a mis pas un frein, mais ça a permis à beaucoup de gens de se remettre en question un peu. Parce que tu sais, quand tu commences, disons que tu commences le CrossFit, et t'es déjà un peu sportif, disons, t'es pas un champion du monde, mais t'es quelqu'un en bonne santé, en bonne forme physique, t'as pas de surpoids, t'as tout dans les mains pour progresser. Donc tu commences, 1 an, 2 ans, oh, tu t'éclates, tu progresses. Au bout de 2 ans, tu fais ta première compète, boum, première compète en scale, boum, direct, 2 mois après, tu fais ta première compète en inter. L'année d'après, tu te qualifies en RX, en team avec des copains, machin. T'as la tête dans le guidon, en fait. Non-stop, 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 non-stop. Tu t'enchaînes qualif, finale, open, qualif, finale. Et en fait, là, le Covid, pour la première fois, il y a eu vraiment un gap de 6 mois avec rien. Et là, les gens, ils ont eu le temps de se poser la question, de se dire, ah, en fait, je m'éclate là à m'entraîner tout seul. Bon, bien sûr, pas quand il y avait les salles fermées, hein, là, c'était pas cool, mais Ouais, pas tout seul. oui, non, voilà, mais bon, disons qu'une fois que les salles ont rouvert et que là, cet été, par exemple, j'en ai fait l'expérience auprès de beaucoup de membres de la prog qui sont un peu, par exemple, des gens qui se remettaient à faire des classes. Ils faisaient beaucoup d'open gym et ils se sont dit, en fait, ça me manque le côté communauté, faire des classes, machin. Et comme il n'y a pas vraiment d'event à préparer, ben, il y en a beaucoup qui se sont dit, en fait, je me rendais compte que j'aimais bien faire des compètes. Maintenant, je me suis prouvé quand même pas mal de choses. Il faut dire qu'il y a une génération qui passe aussi, hein. Par exemple, moi, j'ai 31 ans là maintenant. J'ai commencé, j'avais 23 ou 24 ans, tu vois. Bah, voilà, là, on est la première génération, tu vois. Un peu, enfin, je suis la deuxième génération, on va dire. Mais là, cette deuxième génération, nous, là, ceux qui arrivent sur 30 ans, 28, 29, 30 ans, oh, bon, bah, il y en a beaucoup qui se disent, bon, écoute, je vais attendre les masters pour refaire des compétitions sérieuses. En fait, ça a mis quand même un frein d'arrêt à pas mal de gens. Pas un frein d'arrêt, mais plutôt, ça a ouvert les yeux sur ce que voulaient vraiment les gens. Et là, il y en a beaucoup qui se refocus sur faire du fitness pour moi. Donc, pas la peine de me défoncer sur un WOD à finir à 4 pattes tous les jours. Je vais faire ça 2, 3 fois par semaine. Je vais faire pas mal de muscu. Je vais travailler mes lifts. Je vais m'améliorer en gymnastique. Mais tout ça pour moi, pour m'éclater. Et puis, peut-être de temps en temps, je ferai une compète avec des copains en team ou même en indiv, mais c'est plus ma priorité. Donc, je sais pas. Je suis curieux de voir les Opens que ça va donner. Ouais, bah, pareil, même réflexion. Je trouve qu'il y a énormément de gens aussi, comme c'est difficile d'avoir un aperçu de ta saison, qui sont repartis sur du sport loisir, du sport plaisir, un peu en mode effectivement, je retrouve mes potes, je vais à la salle juste pour kiffer parce que je suis enfermé tout seul toute la journée, quoi. Ouais. En gros, un peu. Et on revient un peu à l'essentiel, et je trouve que c'est une très bonne chose parce que c'est le genre de truc, si tu le dis, les gens ils le font pas. Quelque part, il faut qu'il y ait des genres de choses comme ça. Alors, pas le Covid, hein, je veux pas le souhaiter quand même, mais qui te forcent un peu à faire ça. Non, mais en fait, c'est ça. En fait, ce qu'il faut, moi, comment je vois le fitness aujourd'hui et comment je l'explique quand on fait des training camps ou des séminaires, c'est qu'il y a 3 types de personnes dans une salle de CrossFit. Quand tu arrives juste au CrossFit, tu fais des classes et là, c'est la survie. C'est la survie parce qu'en fait, tu as juste envie c'est la survie, quoi. Ouais, mais on s'en souvient tous, Voilà, hein, de toute tu façon. regardes le mec à côté de toi ce qu'il fait, tu dis ok, ah mince, c'est pas cet exercice-là après, c'est ça. Bon, voilà, tu prends tes marques et t'es toujours un peu en galère, tu vois. Bon, une fois que tu as passé ce cap, c'est-à-dire que tu commences à avoir des skills bien assis, que tes barres montent en haltéro, que tu es capable d'avoir une technique correcte sur le rameur, tu te rends compte que tu as une meilleure capacité cardiovasculaire, etc. Une fois qu'il y a tout ça, tu fais partie des athlètes de type 2, je dirais. Et ça, c'est la grosse majorité. C'est toi, Cyrielle, c'est moi, c'est tous ceux qui en sont plus au stade de survivre dans les classes jusqu'à les athlètes qui en vivent quasiment du sport. Voilà. C'est la grosse majorité. C'est 80% de la population. Et ça, ces gens-là, ils ont une vie. Donc, ils ont une vie sociale, ils ont un travail, ils ont des factures à payer. Donc, en fait, le CrossFit, avant tout, c'est un support pour avoir une meilleure vie, plutôt qu'une finalité en soi. Quand, par exemple, tu prends des athlètes qui vont aux Games, ou même certains qui vont un jour aller aux Games, tu prends Willy George, tu prends Fraser et compagnie, mais tu prends des gens qui sont juste un petit peu même moins bons que Willy, donc c'est des gens qui sont extrêmement forts, mais voilà, c'est des gens qui font des sacrifices dans leur vie sociale, des sacrifices dans leur vie professionnelle, afin d'achever ces goals, ces buts qu'ils ont en tête, et qui vont plus tard leur permettre d'avoir une meilleure vie, ou même qui sont des buts sportifs en fait. Mais pour la plus grosse partie de la population, c'est dommage de sacrifier
notre vie sociale, notre santé, des choses comme ça, pour faire les French Throwdown en scaled. Tu comprends? Ouais, bah, bien sûr. C'est une discussion qu'on a déjà eue avec plein de coachs ici sur le podcast, hein. Ok. Effectivement, est-ce que la limite de ça, c'est pas ça? C'est de se dire, à partir du moment où tu fais des sacrifices, mais que tu as encore une vie à côté, est-ce que tu vas pas trop loin? Même si tu es bon et même si tu pourrais faire des bons résultats sur les compètes, à partir du moment où tu as une famille, tu as un job et que tu pas envie de tout quitter, bon, ben, voilà, il faut se détendre, Faut se quoi. détendre, ça reste quand même ça reste notre kiff, mais attends, ça change nos vies, hein. Je dis pas que c'est nul, hein. Je dis, c'est extraordinaire. Moi, le CrossFit, ça a changé ma vie. Ça m'a fait voyager, ça m'a fait rencontrer des personnes extraordinaires, ça m'a permis de développer un business, c'est super. Et puis, à l'échelle de tout le monde se fait des super amis. Aujourd'hui, quand tu fais du CrossFit, les seuls amis que tu as, quasiment, c'est tes amis du CrossFit. Donc, c'est ça, avant tout, qui est extraordinaire. Qui s'en fout que tu aies fini 5e ou 15e sur la compétition qu'il y a eu l'année dernière, la compétition locale? Qui s'en fout? Tout le monde. Voilà, tout le monde s'en fout. Au final, bon, peut-être t'étais déçu ce jour-là, ça t'a pas empêché le lundi genre la semaine d'après, le lundi, d'être à l'entraînement avec les copains et de t'éclater. Ça t'a pas empêché. Voilà. Donc, avant tout, faut pas perdre de vue ça. Bien sûr, faut se mettre la pression sur certaines choses. Et bien sûr qu'il n'y a jamais un champion qui est arrivé là sans faire de sacrifice. Mais ils sont où les champions dans la majorité des salles de CrossFit? Tu vois? Voilà. Ouais, exactement. Ok, alors là, je passe sur la partie vraiment plus coach qui va te concerner, sur les Open pour les compétiteurs, justement, pour cette population qui décide vraiment de mettre un gros accent là-dessus. Est-ce qu'il faut une prépa spécifique pour les Open? Et dans l'idéal, en termes de planning, quand est-ce qu'elle devrait commencer? Alors, voilà. Si tu fais de la rétro-planification. Ok. Alors là, on va faire aussi la différence entre deux types d'athlètes. On va faire la différence entre ceux qui vont gagner quelque chose aux Open, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un top 20 mondial ou, par exemple, je sais qu'aux Pays-Bas, les Lowland Throwdown, je crois que les French aussi le font en France, ils prennent le top 5 ou le top 3 du pays, femmes et hommes, Ouais. et donc ils leur donnent un spot pour la finale. Donc là, bon, bah, si tu sais que tu as peut-être une chance de finir dans ce top-là, ça va être une différente approche que si c'est juste pour te tester en tant que compétiteur et faire fun, je dirais pas pour le fun, mais voilà, te tester. Alors la principale différence, c'est que moi, les athlètes, les meilleurs athlètes, donc qui ont quelque chose à gagner, eux, ils vont vraiment, ces 5 semaines-là, ça va être quasiment les plus importantes de la saison parce que c'est ce qui va dessiner leur saison. Ok? Donc eux, ils vont faire des redos, ils vont refaire les WOD et ils vont se reposer. Ils vont bien se reposer d'un WOD à l'autre. Donc en fait, ça va être 5 semaines, mais sans trop de volume au final, où ça va être très intense. Alors qu'une personne normale qui va faire les Open et puis qui après 2 mois plus tard va faire des qualifs et sa petite saison va continuer normalement. Celle-là, par contre, c'est pas la peine de faire des redos, à moins que voilà, le vendredi tu étais malade et tu as fait de la merde parce que tu pouvais pas faire des handstand push-up parce que tu avais le nez pris et lundi ça va mieux. Bon, c'est un autre cas, mais on va pas faire de redo et surtout le reste de la semaine, on va continuer à s'entraîner parce que c'est pas une finalité en soi ces 5 semaines. Donc, alors bien sûr, et avant tout, et donc la question c'était, est-ce qu'il faut une prépa spécifique? Bah en fait, les Open, c'est vraiment à mes yeux, hein, et aux yeux de beaucoup de programmateurs de compète, c'est le CrossFit. C'est comme ça, c'est du CrossFit. Avant tout, c'est un test de skill en premier, hein, parce que dans chaque WOD, en général, il y a un mouvement ou deux qui va comment on appelle ça, qui va te faire un barrage. Un test de conditioning, parce que souvent les charges sont pas hyper élevées. Et s'il n'y a pas beaucoup de skill dans le WOD, ça va être des charges plutôt légères, à part un WOD sur les 5 qui va tester de la force. Et le troisième, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça va être un test pour voir un peu sur différents time domaines, sur des différents domaines de temps. Donc il y aura des plus courts et il y aura des plus longs. Donc en fait, il faut être vraiment bon partout pour le CrossFit. Ah, et avant tout, il faut avoir tous les skills. Donc pour l'athlète lambda, si je pourrais dire, la plus grosse partie de la population, bah avant tout, pour arriver aux Open, il faut que tu sois calé en termes de skill, que tu n'aies pas trop de faiblesse et que tu sois à l'aise avec les mouvements de base des Open, c'est-à-dire 4-5 mouvements de gym, toes to bar, handstand push-up, chest to bar et handstand walk.
de temps en temps muscle up, soit barre, soit anneau. Au niveau des double under, que tu saches bien tirer sur le rameur et que tu saches tenir des gros sets sur les wall balls. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a sur le skill. Ensuite, bien sûr, ça fait 3 ans de suite qu'ils testent un gros clean. Donc, voilà, si tu as un gros clean, tant mieux. Peut-être cette année, ça va être le snatch. Mais ça reste quand même la force. La partie force, c'est un WOD sur 5. Donc, en fait, une personne lambda qui veut arriver aux Open en forme, faut juste qu'elle ait fait du CrossFit toute l'année. Donc, il n'y a pas vraiment de prep spécifique, à part peut-être sacrifier entre guillemets la course à pied parce que ça ne sera pas testé pendant les Open. Et au lieu de faire du bike air, du assaut bike, du ski, il faut se focus sur le rameur parce que c'est le seul ergo qui est testé aux Open, parce que c'est le seul ergo qui est, comment on dit ça, Bah, que toutes les box ont de toute façon. bah, tu es obligé en fait d'en avoir un rameur pour être affilié. D'accord. Voilà. C'est le seul qui. Ah oui, je savais pas ça. Ouais, tu es Je obligé savais pas. d'avoir au moins un rameur, une paire d'anneaux. Il y a 2-3 bricoles comme ça que tu es obligé d'avoir. Sinon, tu ne peux pas t'appeler CrossFit. D'accord. Putain, j'avais pas ça en tête. Ouais, Bah ok. Bah très bien. voilà. Et par contre, pour la personne qui prépare ces 5 semaines et qui sait que ça va lui dessiner sa saison, là, lui, par contre, il va faire une prep bien en amont. Et une prep, c'est comme dans tous les sports, ça commence par du foncier, du spécifique et de l'affûtage juste avant la compète pour vraiment arriver sur 5 semaines en forme. Je suis trop contente que tu dises ça parce que comme je te disais tout à l'heure off, on a eu des échanges aussi avec Luc, un peu plus en focus altéro, qui me disait exactement la même chose. On a parlé aussi avec Raph de l'atelier Fit de la difficulté de poser des programmes ou des planifications pour des athlètes qui savent pas encore réellement quand seront leurs échéances finales. Mhm. Que du coup, c'est important de pouvoir poser tout ça. Mhm. Et justement, je trouve qu'il y a plein de coachs qui sont très sensibles à ça. Et j'ai l'impression en parallèle que aujourd'hui, les pro CrossFit, j'ai l'impression que c'est pas toujours découpé de cette façon. Tu sais qu'on fait un peu de tout et tout un peu. Bah, J'exagère volontairement, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a des pros qui donnent pas de sens, tu vois, en termes de programme annuel mhm. au cycle qu'ils intègrent. Alors, c'est vrai que nous, avec Pirate Programme, on fait des cycles tout au long de l'année, hein. Là, par exemple, pour ce moment, c'est un cycle altéro, vraiment altéro, comme toi, comme tu connais. C'est-à-dire Yes. un mouvement complet, puis je sais pas, par exemple, un mouvement complet sur du squat snatch, puis un mouvement semi-complet, donc power snatch des blocs, power clean des blocs, puis un tirage, puis du squat, tu vois. Donc là, c'est vraiment la panoplie altéro. Mais il y a des fois, ça va être des cycles, par exemple, pendant le confinement, comme je vends pas la prog que en France, mais aussi aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, il n'y a pas les mêmes critères de confinement, donc j'avais pas les mêmes, on n'avait pas les mêmes problèmes. Et Mhm. on a fait beaucoup de foncier en aérobie, tu vois, on a fait beaucoup d'aérobie parce que c'était le moment, il y avait rien avant longtemps, tu vois, donc c'était le moment vraiment de se faire un gros cardio. Voilà. Mais malgré tout, comme je t'ai expliqué, pour 80% de la population, avant tout, c'est arriver aux Open avec tous les outils possibles, c'est-à-dire en connaissant tous les skills. Donc, quand même, tout au long de l'année, c'est ça, et puis c'est le fun du CrossFit, faut quand même tout faire tout au long de l'année. Bien sûr, faut avoir des petites orientations, et ça, par contre, c'est des choses que je pousse un peu plus loin en remote coaching. Mais quand tu fais une programmation comme la mienne, qui est une programmation globale pour tout le monde, entre guillemets, je suis obligé quand même d'aller un petit peu dans tous les sens, entre guillemets, pour être sûr que chaque semaine, tout le monde ait sa bonne dose de skill. Parce qu'avant tout, tu es testé sur tes skills au CrossFit. Hein. Rappelle-toi la Ouais. pyramide, ils disent Metcon en bas, donc c'est le conditioning, on va dire. Mais les Metcon, souvent, il y a du skill dedans. Hein. Si t'es un gros bodybuilder, tu as de la force et que tu fais beaucoup de cardio, tu sais pas faire des chest to bar en faisant du keeping, tu vas pas pouvoir faire un WOD qui commence par 50 chest to bar en étant performant. Tu comprends? Donc, il te faut un minimum de skill. Donc, c'est pour ça que avant de se concentrer sur la force, avant de se concentrer sur, quand je prends, par exemple, admettons, je prends un nouvel athlète en remote coaching, je vais pas tellement lui demander ses numéros, ces choses-là. Je veux d'abord voir comment il bouge. Donc, je vais lui jeter des WOD et je vais lui demander de m'envoyer des vidéos. Et comme ça, je vais voir un petit peu où il en est niveau skill. Et avant tout, faut gommer toutes les petites faiblesses comme ça. Parce que tu peux avoir la meilleure VO2 max, le plus gros front squat que tu veux. Si tu n'es pas capable de bien bouger sur des burpees, des toast to bar, des double under, eh ben, tu n'es pas capable de bien t'exprimer dans le CrossFit. Tu n'es pas capable de bien t'exprimer sur un WOD de qualif, ni en compète. Ouais, c'est clair que ça paraît plus compliqué, effectivement.
Et donc tu me disais, oui, effectivement, j'ai oublié de te demander. Sinon, si, je crois que je t'avais demandé. Je crois qu'on a fait des digressions Oh oui, on encore. n'arrête pas. À quelle période tu conseilles de démarrer? Alors, C'est-à-dire si vraiment, on commence toujours trop tard, c'est Raph qui nous disait ça, mais en gros, si je devais faire le truc vraiment nickel, à quel moment faudrait bah démarrer? maintenant, hein. Faudrait commencer Oh, t'es maintenant. arrangeant aussi, toi. Voilà, ouais, ouais. Faudrait commencer maintenant parce que, regarde, ça va être simple. Disons, c'est fin février, la première semaine des Open. Enfin, en général, hein, admettons. En général, Donc, ouais, c'est ça. on se dit mars, ok? Janvier, février, il faut que tu cales 6 semaines où vraiment tu vas t'entraîner sur le format Open. C'est-à-dire que tu vas faire du CrossFit, mais format Open. C'est-à-dire que tu vas faire des WOD dans la tranche des 10 minutes, hein, entre 5 et 15 minutes, la plus grosse partie. Tu vas faire des WOD comme ça. Mais ces WOD-là, par exemple, ça va pas être les WOD qui vont te rendre meilleur. Je vais m'expliquer. C'est pas des WOD qui vont te rendre soit plus fort, soit qui vont augmenter ta VO2 max ou ta capacité pulmonaire. Non, ça c'est des WOD où tu vas faire des expériences sur des combinaisons de mouvements. Parce que on le sait par exemple souvent, et on l'a vu pendant les games, en fait la plupart des WOD c'est toujours un dérivé des girls, des benchmarks, des benchmark girls comme Fran, Diane et compagnie. Donc souvent, handstand push-up, c'est couplé avec deadlift. Un mouvement de flexion et extension comme thruster ou wall ball, c'est couplé avec un mouvement de tirage comme rope climb ou chest to bar ou pull-up. Un mouvement d'ouverture comme je sais pas, le snatch, le power snatch, ça va être couplé avec un mouvement de fermeture comme le burpee. Voilà, c'est quand même des, des remarques que tu peux faire et que tu peux analyser des patterns de mouvement que tu reconnais souvent. Donc en fait, on va travailler tous ces patterns avec des charges plus légères, des charges plus lourdes, sur des intervalles plus courts, des intervalles plus longs. On va faire des EMOM pour apprendre à se connaître aussi beaucoup. Ça, j'aime beaucoup faire ça avec mes athlètes. C'est-à-dire, on part sur 30 minutes EMOM et tu fais beaucoup moins que ce que tu es capable de faire en WOD. Mais tu le fais bien. Tu tires bien sur ton rameur. Tu respires bien sur tes wall balls. Tu réapprends à bien bouger. Parce qu'en fait, la plupart des WOD des Open, tu n'as pas besoin de bouger vite. Tout se joue sur les transitions et sur les breaks. C'est-à-dire, si tu te connais parfaitement, tu vois, il y a 50 chest to bar au début du WOD. Bon, bah, le mec, pas très malin, il va commencer, il va dire, vas-y, je fais max, je vais faire 30 chest to bar et puis après, je vais faire 10-10. Ah, pour beaucoup de gens, ça aurait été plus malin de faire 5 x 10 et tu t'arrêtes 5 secondes et tu repars. Mais pour ça, il faut les avoir travaillés, toutes ces choses-là. Faut apprendre à se connaître. Et c'est vrai que des fois, je mets des petits pavés. J'écris des petits pavés avec les WOD en expliquant bien ce qu'on veut dans le WOD. Parce que, donc j'en reviens à ça, comme je te dis, les WOD, c'est pas vraiment ce qui te rend meilleur en soi, à moins que tu fasses, je sais pas, un 5K run ou quoi. Mais si par exemple, il y a un WOD où chaque round, il y a 10 bar muscle up ou 10 ring muscle up, eh ben, ça va forcément casser le rythme. Et au niveau conditioning, ça va beaucoup moins t'impacter parce qu'il aura fallu que tu te reposes avant de sauter sur la barre ou sur les anneaux. Ce qui va te rendre meilleur, par contre, c'est de taper des intervalles au rameur, des 10 x 500 au rameur. Ces choses-là qui vraiment, niveau cardiologique, sont très, très, très intenses et qui, en plus, comme c'est une très faible phase excentrique pour tes muscles, ça va te permettre de pas trop te tuer le système nerveux. Comme on le sait ça, hein, par exemple, il y a le Raph de l'atelier Fit, je sais que c'est des grands fans de Strong Fit, moi j'ai fait les formations aussi, c'est super ce qu'il fait le mec, et dans leur programmation chez Strong Fit, ils sont très axés sur souvent leur WOD, enfin leur partie conditioning. Avant tout, ils veulent que ce soit le minimum de phase excentrique possible. Donc, pour beaucoup de gens, ceux qui connaissent pas la phase excentrique, c'est quand on résiste au poids. Donc, par exemple, sur un squat, quand on descend, quand on résiste au poids, c'est la phase excentrique. Et la phase concentrique, c'est quand on remonte. Et en fait, ce qui crée vraiment du dommage dans nos muscles et ce qui nous met beaucoup en tension sur le système nerveux, c'est cette phase excentrique, de résister au poids. C'est pour ça que, par exemple, c'est beaucoup plus facile de faire 10 singles au snatch que 10 reps touch and go. Parce que tu n'as pas T'augmentes ton temps sous tension. T'augmentes ton temps sous tension et surtout tu résistes à la barre. Et en fait, la phase excentrique, c'est vraiment ce qui casse de la fibre, qui permet de faire de la force, mais qui vraiment te fatigue et augmente
la longueur de ta récupération pour après. Donc, je vois plutôt ça comme ça, moi, en fait. En général, dans Pirate Programme, c'est pas tous les jours qu'on finit à quatre pattes mort après les WOD. En fait, là, il faut vraiment faire la différence entre les WOD qui te rendent meilleur sur ta façon de bouger, parce qu'avant tout, sur beaucoup de choses, t'es jugé sur ta façon de bouger. Le problème qu'il y a, c'est que comme on regarde tout le temps des vidéos de Froning, de Willy George, c'est tous des gens qui bougent bien, si tu veux. Donc en fait, ces gens-là, vraiment, oui, à leur niveau, qu'est-ce qui fait la différence? Bah, c'est leur cardio, c'est leur force, tout ça. Mais à un niveau beaucoup plus bas, avant tout, c'est ta façon de bouger et ta façon d'attaquer un WOD. Souvent, tu attaques un WOD avec une meilleure stratégie, tu peux couper 2 minutes sur ton temps. Ouais, bah, il y a beaucoup, t'as beaucoup d'athlètes qui disaient ça, hein, même qui posaient la question de savoir comment ça se fait qu'au top niveau, il y ait des écarts. Et je sais plus qui me disait ça d'ailleurs, qui disait qu'en fait, à un certain niveau, tout le monde a le même niveau en réalité, et ça va se jouer juste à de la gestion ou à du mental à un moment critique du road. Et c'est ça qui fait la différence. Il y a plus de niveau de est-ce qu'il maîtrise mieux les butterflies, est-ce qu'il a un meilleur cardio, non, c'est juste que Ah oui, un niveau. ça se joue à rien, quoi. Ah oui, si tu regardes de toute façon, tu regardes les scores aux Open, tu regardes les écarts à haut niveau. Mine de rien, si tu mets tu regardes sur les games, là, il y a plein de WOD où les mecs, ils avaient le même temps. Ils avaient même Diane. Il y a juste Fraser la Fraser qui est au-dessus et Toumi qui est encore dans un autre monde aussi. Mais après, il y a tu le vois quand même, mine de rien, comparé à la populace, entre guillemets, les mecs, ils ont les mêmes temps, ils ont les mêmes barres et tout. C'est vrai que c'est avant tout, maintenant, pour eux, ça rentre encore plus la partie stratégie, la partie mentale. Ouais, bon, c'est le game changer, hein, Voilà. c'est clair, hein. Voilà. Alors, est-ce que tu as des conseils spécifiques à donner pour bien effectuer chaque WOD? Parce qu'on a parlé un petit peu de la prog, du type de WOD qui tombait, à peu près. En tout cas, vu le matériel demandé, on peut à chaque fois imaginer à peu près ce qui va tomber. Quels sont tes conseils du coup pour bien effectuer les WOD? Alors, je sais pas, je pensais à de l'échauffement. Est-ce que c'est mieux de le faire en petit comité ou non? Est-ce que je dois partir avec une stratégie? Parce qu'on sait aussi qu'aux Open, tous les comptes Instagram de la Terre mettent des stratégies. Pour toi, en gros, c'est quoi les bonnes pratiques? Ah bah le numéro un, c'est d'avoir une bonne stratégie, hein, parce que si tu as je sais pas, un AMRAP ou même allez, le D-Rune 4-time thruster, double under et toast to bar de l'année dernière. Bah, celui-là, il fallait, pour beaucoup de gens, il fallait se connaître. Bon, pour les meilleurs, bah, c'était simple. C'est là où, en fait, tu vois, il y a deux différents types d'approches. Pour les meilleurs, il fallait qu'ils bougent vite, non-stop. Parce que les mecs, ils étaient tous capables, c'était 20 minutes, je crois. Non, c'était pas 10 rounds 4-time, pardon, c'était 20 minutes AMRAP avec thruster et tout. Là, les mecs, ils sont partis comme des balles et ils ont pas lâché le truc parce que ils sont inarrêtables à ce niveau-là, tu vois. C'est pas tout le nombre de reps était pas assez grand pour les stopper et c'était tout à propos des transitions. Donc, le mec qui avait sa corde de double under 1 mètre plus loin, tu fais ça fois 35 rounds qu'ils ont fait, t'imagines la différence? C'est ouf. Mais par contre, pour la plupart des gens, bah, est-ce que c'était intelligent de faire les 7 toast to bar unbroken dès le départ si en fait ils ont fini par 7 de 3, 2, 1 à la fin? Voilà. Donc là, c'est là où tu vois l'importance d'une stratégie. Franchement, ça c'est le numéro 1 pour les Open, la stratégie. Parce que la plupart du temps, en fait, il faut que tu te sentes bien pour la moitié du WOD, que tu commences le WOD presque en te disant « Ouh, je vais un petit peu lentement ». Pour la plupart des gens, hein. « Ouh, je vais un petit peu lentement ». Et en fait, à la fin, oh, c'était juste le bon rythme. Et si tu as eu le même temps chaque round, c'est là que tu as maximisé ta performance. Ouais, c'est les fameux conseils que tu donnes à tes adhérents normalement. De se Pas connaître. partir trop vite, quoi. Ouais, de se connaître. En fait, de se connaître, c'est même. En fait, Les deux d'ailleurs. ouais, c'est surtout de se connaître. Parce que souvent, c'est pas. Ça sert à rien de bouger. Ça sert à rien de faire des thrusters vite. Ou ça sert à rien de faire des wall balls vite. Au final, après un set de 15, il n'y aura pas de différence entre un athlète A et un athlète B si celui, il a fait les mouvements vite ou lentement. Par contre, en bougeant vite, tu vas te cramer. Et donc, par contre, tu vas prendre 10 secondes de plus de repos entre chaque atelier. C'est dommage, c'est là où tu perds ton temps en fait, plus que dans ta vitesse d'exécution. Donc avant tout, c'est se connaître et partir avec la bonne stratégie. Alors l'échauffement, bien sûr, moi j'aime bien commencer, mes potes ils le savent, j'aime bien commencer, je suis déjà trempé, j'aime taper le mur. Tu sais, tu as toujours ça quand tu commences à t'entraîner, à t'échauffer. Souvent, il y a un moment, tu es là, oh putain, mais je suis pas en forme aujourd'hui, c'est pas possible, c'est un truc qui va pas. Mais en fait, tu es juste en train d'ouvrir un petit peu toutes les portes voilà, de ta capacité aérobie. Tu es en train de frôler avec le lactique. Voilà, tu es en train de mettre ton corps
prêt à y aller, quoi. L'échauffement et le petit comité, c'est important d'avoir. En fait, le juge, souvent, moi, je sais quand je juge des potes où tu dépenses de l'énergie en tant que juge. Non, 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 c'est retourne sur les thrusters ou l'année dernière, ou c'était l'année d'avant, tu sais, il fallait faire des box step-up, fallait alterner jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. Alors le juge, il était là avec son papier, il pointait la jambe gauche, il pointait la jambe droite. Ah, il faut avoir quelqu'un qui t'aime bien en juge. Moi, je sais que c'est Mélo, putain, des fois, on poste souvent les vidéos après. Au début, c'est moi qui lui gueule dessus un peu, genre calme-toi ou genre je vais trop vite, c'est pas grave, laisse-moi partir à ma pace. Et après, plus tard à la fin, c'est allez bébé, t'es pas un machin. On a beaucoup de vidéos un peu marrantes comme ça. Bon, c'est la base. Ouais. Trop bien. Hein. C'est ce qu'on aime bien dans le côté CrossFit, ce côté communautaire. Parce qu'effectivement, si tu dois faire ça tout seul à 22h, accroche-toi. Et il y en a qui le font et c'est beau, c'est des belles perfs. Il y en a qui le font, chapeau, parce que même des athlètes des Games, il y avait un mec, le Sud-Africain, là, Jason Smith, le mec, il s'est qualifié aux Games je sais pas combien d'années de suite, il s'entraînait tout seul à 4h du matin avant que sa box elle ouvre. Ah, le mec, c'est un cow-boy, franchement, c'est beau. Bah, t'en as comme ça aussi des games. Ils sont rares, mais il y en a forcément, parce que tous, justement, comme on le disait tout à l'heure, n'ont pas les financements. T'en as énormément qui bossent, et parfois, si c'est pas un entraînement à 4h, 5h du mat, il n'y en a pas. Ah, c'est beau. Et oui, ça relativise un peu le niveau que certains ont, des fois, et avec le besoin qu'on peut avoir de se dire, bon, allez, moi, je dois m'entraîner pendant 3 heures, 2 sessions par jour, tu vois, alors que t'en as qui arrivent à faire des trucs. Faut juste être optimisé, quoi, c'est important. Et pour en revenir à la prépa, vas-y, excuse-moi. J'allais venir sur une question. T'as à peu près répondu, mais je sais que c'est THE truc dans les salles. On a parlé un peu du type d'athlète, on va retourner autour de ça, mais est-ce qu'il faut refaire les WOD? Et si oui, pour qui? Si jamais t'as des athlètes qui te disent je veux le refaire le dimanche, je veux le refaire le lundi, tu vois, et qui veulent à tout prix un petit coin entre les cours pour le repasser parce que c'est capital, tu vois. Moi, je suis hyper strict avec mes athlètes que j'ai. Moi, déjà, en tant qu'athlète, je déteste refaire. Je crois pas. Si une fois, j'ai refait mieux un WOD parce que le vendredi, j'étais malade et j'avais le nez qui coulait. Et du coup, quand je devais faire des handstand push-up, je pouvais pas respirer. Voilà. Donc, le lundi, je l'ai refait, j'ai fait mieux. Mais sinon, à chaque fois que j'ai commencé un redo, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Parce que je suis quelqu'un qui aime pas aussi regarder un film 2 fois, par exemple, tu vois. En fait, je m'ennuie. Donc, en fait, me remettre toute la pression pour refaire la même chose, je ne vois pas l'intérêt. Maintenant, si demain, si j'étais peut-être meilleur et que j'avais un spot à chercher aux Games, c'est sûr que je pense que ce serait une autre histoire. Mais je pense que souvent, j'arrive à relativiser et me dire, ah, c'est bon, qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu vas capter 3 places sur le leaderboard France pour un WOD, je t'en fous. Tu comprends? Mais alors, donc avec beaucoup d'athlètes, je le fais parce que souvent, les mecs, ils partent du principe qu'ils refont lundi. Donc, en fait, ils vont pas mettre toute leur énergie dans le WOD du vendredi. Ou alors, ils vont essayer un truc de ouf. Ils vont dire, ouais, non, mais je vais essayer comme ça parce que je vais essayer Unbroken, t'inquiète. Et puis, si ça marche pas, je refais lundi. Ah, c'est dommage parce que ça t'aide pas vraiment en tant qu'athlète. Parce qu'en fait, si tu fais le WOD le vendredi, le samedi, faut que tu récupères. Et c'est ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'en fait, en CrossFit, des fois, c'est pas vraiment, tu peux pas prédire un WOD, comme il est écrit, tu peux pas prédire l'impact qu'il va avoir sur ton corps. C'est vraiment très difficile et c'est vraiment très personnel parce que ce qui te fatigue le plus, c'est ton système nerveux, c'est pas vraiment tes muscles, c'est pas vraiment ton système cardiovasculaire. Avant tout, c'est le système nerveux qui joue sur ta fatigue et ta récupération. Et si tu t'es mis beaucoup de pression, il y a eu des cris autour de toi, il y avait la musique à fond, il y a eu énormément de stress, beaucoup plus de stress que ce que tu veux bien admettre en fait. Et du coup, en fait, il va te falloir du temps pour récupérer. Donc, admettons que lundi, tu as récupéré, tu vas refaire la même chose, mais du coup, c'est déjà l'heure de le refaire le WOD 2 vendredi. Donc, en fait, tu vas perdre 5 semaines où tu vas pas vraiment bien t'amuser. Et je l'ai vu avec beaucoup d'athlètes, après les 5 semaines des Open, les mecs, oh putain, Pierre, j'ai qu'une envie, c'est de faire du bench press et des biceps curls, tu vois. Non, mais, parce que les mecs, ils se sont usés mentalement et ils sont pas fiers de leur performance et tout. Parce que le jour où tu es dans une vraie compète, ce qui est quand même, à mes yeux, beaucoup plus important que les Open, c'est de s'éclater sur, je sais pas, les Marseille Throwdown,
la compète du coin, les buddy fit contest, quoi, toutes ces petites compètes un peu sympas, tu vois, enfin petites, qui deviennent vraiment bien, hein. Les Marseille, ça a l'air. Ouais, faut déjà y accéder, Ouais, ouais, non, carrément. Marseille, ça a l'air d'être un truc de ouf. Mais tu vois, sur les vraies compètes, où tu vois des vrais gens, où il y a des vrais juges, si tu commences et que tu as la mauvaise stratégie, tu peux pas dire, pousse, je veux refaire. Non, 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 non. Donc si tu te mets constamment, tu passes constamment ton temps à refaire des WOD de qualif, enfin, t'es pas en phase déjà avec ton vrai niveau, parce que en fait, ce que tu postes, c'est un WOD que tu as fait, que tu as suroptimisé, que machin, tu t'es reposé une semaine avant de faire ce WOD de qualif, machin. En fait, c'est pas le vrai reflet de ton niveau. Donc, quand tu vas arriver là-bas, tu vas te faire lapider. Et en plus, pour toi, tu n'apprends pas à tout donner le bon moment. Hmm. Ouais, je pense que c'est un bon repère. Il y a énormément d'athlètes qui fonctionnent comme ça, qui sont en mode non, non, mais de toute façon, moi je fais une fois. Et toute la démarche qu'il y a derrière, que ce soit ça comme exemple ou autre, hein, d'ailleurs, c'est de se dire si j'étais en compète, ce serait comme ça. C'est aussi le principe de certains programmateurs avec des gens qui font de la compétition hein, de façon avérée, pas qui aimeraient en faire, ou en tout cas qui sont vraiment sur le point d'arriver à ce niveau-là, qui font des fois des journées de tests, tu sais, qui te font faire Mhm. 3 gros WOD sur la journée, tels que tu pourrais les avoir en compète, donc pas forcément des trucs excessifs, mais vraiment réalistes, pour dire, bon bah voilà, est-ce que je récupère bien, est-ce que ça va, est-ce que en fait musculairement ça va pas du tout parce qu'on n'est pas habitué et qu'il faut revoir un peu la façon de fonctionner, et ce genre de choses, quoi. Mhm. Ouais. Et c'est pas idiot, quoi. Non, c'est pas idiot dans la C'est pas démarche, idiot. mais en fait, avant tout, comme je t'ai dit, il faut être bon sur 10 minutes. Donc en fait, c'est ce que je dis beaucoup à mes athlètes de remote. Euh, les mecs, la plupart des gens que je prends, ils sont surentraînés vraiment constamment parce qu'en fait, bon bah sur Instagram, ils voient un tel session du matin, session du soir. Ils voient les vidéos de Froning qui fait 10 WOD à la filée, machin. Donc c'est sûr qu'on n'est pas aidé en faisant ça. C'est pour ça que faudrait, il y a, et le problème qu'on a en France aussi, c'est on n'a pas de content en français. Il y a Willy George qui fait des super vidéos maintenant. Tu vois, il est accompagné par, c'est Joseph qui lui fait ses vidéos. Il est top. Euh, mais il n'y a pas beaucoup de content en français, tu vois. Et c'est ce que j'aime bien chez Willy, c'est que souvent quand il fait des vidéos, il dit ouais mais attention les gars, c'est pas toujours à fond, machin, tu vois. Et pourtant lui c'est un ténor, hein, c'est un mec, il est dans le top mondial. Mais il faudrait plus de gens normaux pour expliquer bon bah si je fais 2 sessions par jour, attention, hein, je me bute pas pendant 2 fois. Le matin ça va être une sortie de vélo, une sortie course à pied, et je vais être plutôt bas dans mes BPM au cardio. Donc en fait ça va presque même me régénérer. Et l'après-midi, par contre, je vais faire de l'haltéro puis un WOD. Donc, mais par contre, les mecs, des fois, je les prends, ils font 3 WOD dans la journée. Et les mecs, ils savent pas bouger et tout. Tu vois, c'est embêtant. Alors, avant tout, ce que je leur explique, c'est que si tu veux pouvoir t'expliquer pendant un WOD, il faut être capable de tout donner sur 10 minutes. Pas de tout donner à 80% pendant 2 heures d'entraînement, 3 heures d'entraînement. Non, faut être capable d'avoir des bons skills et t'exprimer, d'avoir toutes les armes pour 10 minutes. 5, 10, 15 minutes. Et c'est ça que les mecs perdent de vue pendant les Open, c'est qu'en fait, des fois, ils sont surpris, ils comprennent pas pourquoi ils ont des scores mauvais, entre guillemets, alors qu'ils s'entraînent 3 heures par jour et compagnie. C'est parce ils sont pas capables de, bah, à l'entraînement, ils se mettent jamais vraiment dedans parce qu'ils sont jamais, c'est pas qu'ils veulent pas le faire, c'est qu'ils sont constamment fatigués, qu'ils ont tout donné sur un triplé en arraché juste avant, parce que c'est sexy pour les réseaux sociaux et que, par exemple, le coach avait dit monter sur un 3RM sans fail, et bon, il me dit ah non mais attends, je suis juste à côté là, attends, je l'aurais essayé une fois, boum, ok, allez, tu laisses passer encore 5 minutes, attends, une dernière fois, boum, le mec il a laissé tout son nerveux, donc bientôt, bien sûr, au moment de faire le 21-15-9 qui était programmé aujourd'hui, qui là pour une fois était d'un des WOD où fallait le passer sous les 6 minutes, fallait se donner. Ah bah le mec après 7h21, il n'y avait plus personne et du coup, il est plus habitué, il est jamais vraiment habitué à se mettre dedans et c'est dommage. C'est dommage de s'entraîner 3 heures par jour si t'es pas capable de t'exprimer sur un vote de qualif. Mm. Ouais, clairement. Clairement. Et du coup, donc ça va mener logiquement à la suite, hein, mais en gros, c'est quoi tes conseils pour rester motivé tout au long des 5 semaines? En gros, pour aussi un peu gérer quand je fais des contre-perfs sur les WOD, parce que ben, justement, comme je m'entraîne, je suis pas forcément excellent sur les 5, hein, c'est aussi l'occasion de prendre des fois, sans méchanceté, mais des petites claques pour pouvoir bah, mieux repartir après. Mhm. En gros, comment je fais quoi, pour rester vraiment dedans
et quand j'en prends une de claque, pas lâcher pour les suivants, Ah, quoi. faut être bien entouré. De toute façon, je pense qu'en général, tout le monde dans le CrossFit, t'es toujours bien entouré. La communauté, elle est bonne. Bien sûr, on parle mal, hein, on parle des dérives des réseaux sociaux et tout, mais avant tout, attends, il y a beaucoup de box. Il y a énormément de box où l'ambiance, elle est top. Il y a énormément de communautés comme Pirates, comme ou d'autres programmations et tout, où les mecs, ils se parlent entre eux. Moi, je suis trop fier. Des fois, j'ai vu des mecs faire des compètes, un mec en Belgique, un mec à Malte, qui se retrouvaient sur une compète ensemble en Grèce, alors que les mecs, ils se connaissaient que de la prog, tu vois. Alors ça, je sais que c'est des gens qui vont s'écrire pendant les Open. Alors frérot, qu'est-ce que t'as fait? Comment ça va? Moi, je sais que j'ai mon groupe de copains avec qui j'ai commencé. Vraiment, on a un groupe, on est quatre dessus. Voilà, ça bon, mis à part ma copine, mais je sais que ces copains-là, c'est les gens avec qui tous les jours j'échange, tous les jours on parle de nos fitness et il n'y a pas de jugement, tu vois. Ce qui est important, c'est d'avoir des gens autour de toi qui vont pas te juger. Parce que avant tout, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, le CrossFit, parmi tous ceux qui sont inscrits aux Open aujourd'hui, qui fera encore du CrossFit dans 10 ans, par exemple? J'espère beaucoup, mais qui se rappellera ce qu'il a fait il y a 10 ans? Tu comprends? C'est une période maintenant. Dans 10 ans, tu feras peut-être autre chose. Il y a 10 ans, tu faisais pas de CrossFit, tu vivais bien aussi quand même. Tu comprends? Donc, faut pas que ça rythme ta vie, tu vois. Faut mettre les choses en perspective. C'est-à-dire, quand tu viens à la boxe, tu fais ton WOD des Open, tu te mets la pression, très important. Une fois que tu es sorti de la boxe, tu retournes au travail. Faut pas que tu sois un enculé avec tes collègues toute la journée parce que t'as pas fait la perf que tu voulais le vendredi matin. Ouais, 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 exactement. Oui, après ça part dans toutes les dérives sociales effectivement que personne aime, hein. Tu commences à envoyer plein de messages, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, et tu rentres dans des spirales hyper négatives. Et Et effectivement, c'est pas le le but. pire que j'ai vu, et là il y en a qui m'écoutent, des athlètes à moi qui se reconnaîtront, c'est quand ils vont sur les WOD de... Alors ça, je trouve ça nul. Quand ils vont sur les WOD, il y a un WOD de qualif, disons. Allez, c'est des qualifs de, je ne sais pas, des French Throwdown. Les mecs, ils vont aller taper dans YouTube French Throwdown, qualifieur ou WOD 20.1 ou quoi que ce soit. Ils vont regarder toute la perf d'un mec et et ils vont dire, ah ouais, mais un tel, il a fait tant de scores. Je dis, comment tu sais ça? Il n'y a pas de score sur le leaderboard. Ah non, j'ai été voir sa vidéo, machin. Alors ça c'est petit, c'est nul. C'est nul de se Ouais. comparer aux autres à ce point-là. Franchement, je trouve ça nul. Non, mais on est d'accord, et c'est exactement le même principe des gens qui commencent, ils savent pas encore, tu vois, s'ils seront qualifiés ou autres, mais ils vont regarder et ils comptent les no-reps. Ou ils vont regarder le leaderboard, Ah, ils vont le rafraîchir le leaderboard 10 fois par jour. Et là, tu te mets la pression, là, t'es pas bien. Hein. Ah ouais, parce que là, je non. peux te dire que ça va mal finir. Je peux te le dire dès le Ah départ, oui, ça va bah mal effectivement, finir. c'est comme ça que tu le vis mal, hein, clairement, Exactement. c'est sûr. Et maintenant, je peux comprendre que pour quelques personnes, c'est dur. Imaginons, t'es coach dans une boxe. T'es le meilleur athlète de la boxe. T'es le coach. Tout un peu tous les athlètes, ils te regardent. Tu vois, tous les membres te regardent, les autres coachs te regardent comme étant le top athlète. Ah, si tu fais une contre-performance et que tu passes ta journée à la boxe et que tous les membres, toutes les heures, ils vont arriver et tu vas devoir présenter le WOD de la classe et tu vas dire c'est le WOD des Open. Et Pierre, t'as fait quoi, machin? J'ai fait de la merde. Tu vois, toute la journée, on va te le dire. C'est vrai que c'est pas facile. Mais encore une fois, comme beaucoup le disent, ce que tu fais ne définit pas qui tu es, en fait. Donc, c'est pas parce que tu fais bien dans une compète de CrossFit ou tu fais mal que tu es une meilleure ou une moins bonne personne. Et on parlait des dérives des réseaux sociaux aujourd'hui où les gens montrent que les choses sexy. L'avantage quand même, c'est que tu peux voir les gens qui sont sympas. Euh, Par exemple, tu as eu Vetter la dernière fois. Je trouve que Jessica, elle est top pour l'image qu'elle donne. Le jour où ça va pas aller à l'entraînement, elle va le dire. Tu vois, des choses comme ça, c'est important quand même. Et on voit de plus en plus d'athlètes, comme tu as eu Tina aussi, par exemple. Bon, c'est marrant, tu vois, mais c'est beaucoup plus des femmes qui font ça que des hommes, parce que je pense elles sont plus capables de gérer leur ego. Et les femmes sont plus capables d'ouvrir leur cœur et de dire, voilà, bon, bah, j'ai pas envie de faire compète cette année, ou machin, quand les hommes, ils vont être beaucoup plus timides, moi le premier, hein, à admettre que tu as un peu moins de motivation ce mois-ci, que finalement, tu sais quoi, tu t'étais inscrit là, bon, bah, ça fit pas ton agenda, alors tu vas pas faire cette compète là. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que c'est juste là, pas une capacité, parce que c'est quelque chose que tout le monde peut avoir, hein, mais elles ont beaucoup moins de mal à exprimer ce genre de choses, et du coup, ça leur permet, je pense aussi, même si ça reste toujours difficile, mais de prendre le recul très facilement et très rapidement surtout. Parce que c'est pas le terme, mais disons que c'est une gestion entre guillemets
pas de la faiblesse, parce que c'est pas le mot vraiment que je voudrais employer, mais tu vois, de la difficulté qui est beaucoup plus, voilà, je suis à l'aise avec ça, je sais qu'en ce moment, c'est pas le moment, je sais que ça me va pas, je sais que peut-être ça ira plus tard, ou peut-être que non, justement, il y en a marre, quoi, mais c'est pas grave, quoi, tu vois, Mm. c'est pas une fatalité. Tu peux utiliser le mot faiblesse, c'est pas forcément un mauvais escient, hein. C'est pas Non, je péjoratif, veux pas les quoi. vexer parce que j'ai pas du tout, c'est pas l'impression du tout qu'elles m'ont faite. Donc, effectivement, c'est plutôt, on va dire, de la délicatesse dans le choix des mots, mais c'est parce que c'est pas, moi, j'ai pas un niveau non plus, tu vois, de ouf, mais c'est difficile, hein, d'admettre quand tu galères, quand t'en as marre, quand t'as envie d'abandonner. Après, je trouve que, effectivement, plus vite t'arrives à admettre les choses et à mettre les mots dessus, plus vite t'arrives à rebondir parce que, voilà, le sport, c'est ça, hein, il faut regarder les difficultés en face, sinon Et, c- t'y arrives pas, et quoi. ce qui aide beaucoup à ce moment-là, c'est un, d'être honnête avec soi-même et deux, d'être honnête avec son coach. Et c'est là que c'est important d'être entouré, tu vois. Et c'est là que avoir par exemple un coach à distance, tu vois, avec qui tu peux parler, qui est disponible, qui va. Des fois, ça aide plus d'avoir un coach à distance que d'avoir un coach en vrai, dans le sens où, bah, par exemple, pour ces choses-là, tu vas plus facilement t'ouvrir parce que tu sais que si tu ouvres pas ton téléphone, tu vas avoir personne qui va te regarder pour te juger. Alors que si tu es à la salle de CrossFit et que tu as quelqu'un en face de toi, tu vas peut-être pas te sentir bien parce que tu vas peut-être te dire que tu l'as déçu, tu vas peut-être te dire que et c'est important d'avoir, comme on disait hors antenne tout à l'heure, c'est important d'avoir un coach avec qui tu communiques bien et qui te convient. On n'est pas fait pour tous s'entendre, c'est totalement ok. Hein, comme il y en a beaucoup qui disent, tu peux pas faire plaisir à tout le monde, t'es pas une pizza. Tu vois, c'est pareil. Mais si tu arrives à trouver une personne avec qui, humainement, avant tout, parce qu'il y a plein de bons coachs aujourd'hui. Franchement, moi, je pars du principe, et c'est ce que j'explique à mes coachs à la salle, les coachs que je forme. Un bon coach, avant tout, c'est quelqu'un qui a envie de bien faire. Et quand tu as envie de bien faire, 95% du temps, tu y arrives avec une personne. Mais il faut qu'humainement aussi, ça passe. Oh oui, tout à l'heure, on parlait de feeling, c'est vraiment ça, hein. Moi, je pense qu'il y a des très bons coachs qui sont pas toujours appréciés par certains athlètes. Je pense à personne en particulier, hein, mais tu vois, juste parce qu'en termes de personnalité ou en termes d'attente ou de la façon dont tu es capable de recevoir l'information en termes de coaching ou même juste de la façon dont tu as envie de communiquer avec ton coach, ça matche pas. Mm. Je sais que par exemple, coacher les filles, c'est différent de coacher les garçons. Évidemment, chaque fille est différente, hein, donc même ça, c'est quand même à prendre avec des pincettes, mais il y a des choses qui fonctionneront pas avec certaines et d'autres avec d'autres. Donc, c'est c'est sans fin le coaching. Si tu penses que c'est effectivement juste enseigner et être descendant, c'est pas ça. Humainement, c'est tellement complet. Mm. Et moi, je pense à un coach en particulier, mais il y a des gens qui sont hyper doués, qui ont énormément de connaissances, mais qui ont soit besoin de dénigrer les autres, soit qui se donnent un genre sur les réseaux, je sais pas, par exemple, pour attraper des clients. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça, il y a des gens qui ont besoin d'être sous la tutelle de quelqu'un qui a une grande gueule, qui dénigre les autres, qui fait du débat, qui machin, tu vois. Voilà, c'est ce qui te convient. Et c'est comme je t'expliquais un petit peu sur les Open, moi c'est vrai qu'avec le temps, avec l'expérience maintenant, j'ai appris une chose, j'ai appris à me concentrer avant tout sur moi, hein, à balayer devant ma porte, à m'occuper de mes athlètes, à m'occuper des gens autour de moi, avant d'aller regarder ce qui se passe chez les autres. Ouais, exactement, tu as bien raison, parce que de toute façon, c'est sans fin. Et moi, je trouve qu'en plus, c'est uniquement source de mal-être. Et de Parce que problème. t'es jamais. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est exactement le même principe que ce que tu disais tout à l'heure avec les gens qui regardent quel athlète a fait quoi, etc. sur Instagram. Moi, j'avais lu ça dans le bouquin de Ben Bergeron quand il parlait de la façon dont il coachait Catherine. Voilà, avec les bons résultats qu'on lui connaît, hein, notamment. Mhm. Et il expliquait qu'un des premiers trucs qu'il avait fait, alors il faut avoir les moyens, mais bon, ça se fait quand même. Elle a un agent, mais bon, voilà. C'était de lui dire, je veux plus que tu gères ton Instagram, en tout cas de façon athlétique ou professionnelle. Parce que tu finis tout le temps par espionner les uns les autres, à stresser, à te demander, putain, c'est qui celle-là, elle sort de nulle part. Voilà. Mhm. Instagram, j'ai du mal à trouver une utilité au final quand j'y réfléchis, mais concrètement, en tant qu'athlète, t'en as pas besoin et ça t'apportera probablement plus de négatif que de positif. Ou alors il faut être très à l'aise dans ses pompes et avoir suffisamment de recul pour pas se laisser engrainer là-dedans, quoi. Bah, moi je sais pas si je devrais dire ça, mais
Maintenant, en fait, Instagram, j'ai décidé de poster du content, mais de ne pas regarder le content des autres, en fait. Donc, je poste parce que c'est important quand même pour mon image de coach, pour promouvoir la programmation, promouvoir mes achèvements en tant qu'athlète. Hein. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait un Alpha Ironman en triathlon. Tu vois, c'est important de poster dessus. C'est important de dire que ça parle à des gens. En fait, je sais que ça motive des gens à faire autre chose que du CrossFit. Tu vois, dire ah tiens, mais si un tel le fait, l'autre aussi le fait, pourquoi je vais pas essayer? Et c'est vraiment une super expérience. Donc c'est pour ça que je poste. Mais maintenant, en vrai, j'essaie de regarder le moins possible en fait. Je regarde les trucs dans lesquels les gens me taguent, mes amis, on va dire, parce que je sais que ça va avoir une valeur, soit sentimentale, c'est-à-dire que ça va être un truc drôle ou un souvenir qu'on a, ou alors, ou alors quelque chose d'éducatif, parce qu'il y a quand même deux, trois comptes sur Insta qui sont super éducatifs. Comme toi qui es une altéro, Squat University, le mec il est top. Même pour les coachs en réhab et tout, il est top. Il y a les gars là de la salle de CrossFit Kreis 9 à Zurich en Suisse. Les gars dans la box où Johan Koski s'entraîne, eux c'est World Science. Ils résument des études, souvent dans tout plein de choses qui nous concernent. Ah, c'est super intéressant aussi, tu vois. Mais à part ça, si c'est pour regarder je sais pas, le cul de je sais pas qui en string ou le PR d'un mec qui sort de nulle part avec des tatouages avec des boutons dans le dos ou les machins, tu vois, je sais pas. Ouais, je pense qu'il faut avoir la maturité et c'est pas toujours facile. Et puis surtout, voilà, des fois, ça te touche tellement personnellement, par exemple, quand t'es un athlète, parce que tu t'entraînes et que du coup, c'est vite un stress, tu vois, de voir certaines performances potentielles. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à vraiment s'en détacher. Donc, je pense que c'est hyper important et je pense que c'est tellement plus difficile à faire qu'à dire Ah ouais, non, je suis d'accord avec toi. que c'est un vrai exercice, hein, clairement, Mm. clairement. Et c'est bon, Et il me reste donc. vas-y, excuse-moi. Pardon, vas-y. C'est bien qu'il y a tu sais, il y a la fonction maintenant sur les téléphones, hop, après 10 Ouais, pour minutes, mesurer ton ça fait temps. 10 minutes que tu es sur Instagram. Et là, tu te dis, 10 minutes, ça passe vite. Hmm. Non, mais carrément. C'est une très bonne chose, hein, je trouve, pour t'aider justement à matcher. Moi, je l'ai mis personnellement parce que justement, je me rendais compte que, après avoir vu un reportage sur Netflix sur le sujet, justement, du temps que j'y passais, et ça m'a fait flipper. Ouais. Parce que, comme toujours, c'est très loin de ce que tu imagines. Mm. Vraiment. Et quand tu dis, putain, je peux passer 4 heures par jour au cumul là-dessus, bah t'es pas bien quoi. Tu dis franchement c'est quel temps perdu que je passe pas à me reposer, que je passe pas à lire, que je passe pas à faire des trucs intéressants pour mon cerveau Ou quoi. Je même passe juste à faire des à trucs. échanger à socialiser avec des amis, avec des amis, avec ta copine, avec ton conjoint, avec tes parents, appeler tes parents, des choses toutes connes, tu vois. Et non, tu préfères scroller sur Instagram, tu vois. C'est dommage, mais attention, c'est tout le monde, hein, parce que c'est fait pour. Regardez le reportage là, il y a tout qui est fait pour que tu restes dessus. Hein. Ouais, tu l'as vu aussi du Ouais, coup. Ouais. ouais, il est ouf, c'est ouf. Ah, tu touches plus ton téléphone après, hein, pendant un petit moment. Bon, ben ok, génial. Je suis une grosse victime. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il faut en avoir conscience. C'est vrai que c'est important parce que c'est un truc que tu dis un peu comme un vieux con aux autres et tu te rends compte que tu fais pareil quoi. Mais par contre, pour beaucoup de gens, beaucoup de gens peuvent s'en passer. Je suis sûr, hein, c'est sûr. Il y a plein de gens connus qui ont dit, moi, j'ai effacé mon Instagram et tout. Maintenant, moi, par exemple, personnellement, je peux pas parce que professionnellement, ça m'aide beaucoup Oui, quand même. oui, c'est ton métier, C'est hein. notre métier maintenant. Oui, non, puis après, tu peux en avoir une utilisation mesurée. Enfin, tu vois, on n'est pas obligé de passer à des extrêmes, dire bon, c'est de la merde, je l'utiliserai plus jamais. Mm, Effectivement, quand on a besoin dans ton métier, au bout d'un moment, c'est quand même une erreur tactique aussi. mm, 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 mm. Et il me reste une toute dernière question pour toi, qui est, voilà, pour conclure, mais qui, d'un point de vue chronologique par rapport aux Open, est assez logique aussi. Une fois que les Open sont terminés, est-ce qu'il faut prendre le temps d'analyser sa performance? J'imagine que oui. Et est-ce que ce test, il doit te permettre ensuite d'orienter ton travail, un travail spécifique individuel? Ouais, pour moi, c'est le test. C'est le test pour avancer dans l'année. Parce qu'en plus, maintenant, c'est revenu au début de l'année. Donc, c'est vraiment idéal parce que tout à l'heure, on n'avait pas fini sur la prépa, mais en gros, voilà, tu avais les dernières 6 semaines où il fallait te concentrer sur les mouvements de CrossFit et travailler les accouplements de mouvements ensemble. Voilà, en janvier-février. Tu avais novembre-décembre
où tu reconstruisais une bonne base de cardio, mais vraiment plus à haute tension. Et là maintenant, septembre-octobre, où tu faisais plutôt du foncier à la fois sur l'aérobie et sur l'haltéro, la force, disons. Donc voilà, tu avais tout ça, t'as préparé ton cycle, hop, t'arrives, t'as le test des Open, et là, t'as des vraies réponses. Qu'est-ce qui pêche? Est-ce que mes RM pêchent? Est-ce que finalement, je suis très fort comparé à mon conditioning parce que je le vois sur ces WOD-là? Est-ce que j'ai des grosses lacunes en gym? Ou est-ce que j'ai des lacunes sur des trucs tout cons? J'ai l'impression que j'arrive pas à respirer sur les wall balls. J'ai l'impression que j'arrive pas à respirer sur les burpees. Donc ouais, mon point de départ avec beaucoup d'athlètes souvent, c'est est-ce que tu as fait les Open cette année? Ah ok, je vais regarder. Et de là, tu peux vraiment rapidement identifier des faiblesses et orienter ton travail tout de suite parce que tu as vraiment des réponses. Ok, super. Bon, bah du coup, pour les gens qui hésitaient à s'inscrire, vous savez quoi faire cette année et les années d'après. Exactement. En tout cas, bah, je te remercie d'avoir pris le temps d'échanger avec moi sur le sujet. C'était assez cool. Et puis, bah, j'espère que ça t'a plu, tout simplement. C'était super, Cyril. C'est 1h16 qui est passé très vite. Ouais, ça passe vite les discussions. Hein. Puis, alors, tu sais, moi, je suis bavarde, alors je suis pas, je suis pas en reste. Bon, bah écoute, je te libère. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis, du coup, bah, à très bientôt. À bientôt, Cyril. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les Open et surtout comment bien s'y préparer. Si la chaîne vous plaît et pour continuer à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou à laisser quelques étoiles sur Apple Podcast. Ça me fait toujours plaisir et c'est surtout très encourageant. Salut à tous et à bientôt. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames.